Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeants et dirigeantes en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marjorie Guénère. Bonjour Marjorie. Bonjour Patrice, bonjour à tous et merci pour ton accueil. Eh ben, merci beaucoup, Marjorie, d'avoir accepté notre, invitation. Alors, c'est un vrai plaisir, hein, de t'accueillir. Hein, c'est Bruno Friedlanski, pour être assez, transparent, parce qu'effectivement, je demande souvent, quand je rencontre, des personnes en me disant: «Mais tiens, est-ce que tu me conseillerais une personne?» Et donc c'est Bruno Friedlanski qui m'a dit: «Ouais, faut que tu vois, Marjorie, que tu échanges avec elle». Donc j'ai un vrai plaisir d'échanger avec toi. Donc on se connaissait pas. Donc c'est l'intérêt aussi des réseaux sociaux. Alors pour débuter ce podcast, qu'est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je suis directrice marketing, depuis 20 ans. Aujourd'hui directrice marketing externalisée après un long passage, côté client. J'aide les PME, PMI, ETI globalement à aligner stratégie marketing et objectifs business, à structurer des dispositifs efficaces et différenciants dans le B2B, globalement services et industrie. Avec une approche, à la fois stratégique et opérationnelle, et puis, bah, comme tu as compris, je pense, un fort alignement entre la vision, de la vision vraiment, au côté, très concret sur le terrain, en passant bien sûr par le discours de la marque et du dirigeant. OK, bah, merci. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, de ce podcast qui traite plutôt du marketing advocacy, dans sa globalité, donc c'est-à-dire sur la leader, l'employé et la partner advocacy. Mais avant de rentrer vraiment sur le vif du sujet, est-ce que tu peux, nous, donner ta vision, en fait, de l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années? Oui, bah, alors il y en a beaucoup en fait, moi je trouve, des évolutions. J'en vois 4 en fait. Il y a un côté déjà, ce que j'appelle à la fois massification et diversification, parce que enfin moi quand j'ai commencé au départ, pro, hein, les réseaux, il y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les jeunes, ils sont sur plein de réseaux différents et rien que quand on regarde, de mon retour d'expérience sur LinkedIn, au démarrage, en fait, je m'y suis intéressée à peu près en 2010 et j'ai voulu, proposer à mon directeur commercial de l'époque chez Elior Service, un dispositif éditorial au service du business avec une vraie formation des commerciaux, sur le social selling. Potentiellement ultra intéressant. Le directeur commercial à l'époque m'a dit: «Non». J'ai mis 3 ans à le convaincre. Je sais pas si tu imagines, 3 ans à le convaincre que c'était pertinent pour le business et qu'il fallait y aller. Alors qu'aujourd'hui, en fait, LinkedIn, ça fait juste partie des compétences requises qu'on regarde chez les commerciaux quand on les recrute. Donc c'est assez, en fait, incroyable cette évolution, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde y est et on ne peut pas ne pas y être. Ça, c'est pour moi, voilà, 1 c'est massification et en même temps diversification parce que plein de réseaux différents. Le deuxième que je vois, c'est, une sorte d'incarnation. Enfin, j'appelle comme ça, incarnation finalement, autour des tout le monde en fait est devenu créateur de contenu aujourd'hui et il faut presque être un créateur de contenu si on veut exister, sur les réseaux. Même les artisans en fait s'y mettent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artisans qui sont arrivés, notamment sur LinkedIn, ce qui était pas le cas avant, ils étaient plus sur d'autres plateformes. Hem et finalement, il faut montrer sa tronche, si je puis me permettre, l'expression, pour exister et pour engager. Hem on est tous devenus des créateurs de contenu et finalement, il y a une sorte de convergence aussi des raisons dans notre ton qui se fait, certainement, liée à cette évolution, avec, la complexité que ça implique en termes de gestion des différents formats. Parce que s'il y a une convergence dans le ton, on n'est pas du tout sur les mêmes formats et je pense que d'un point de vue business, c'est très complexe. Il faut vraiment choisir ses combats, avant d'avoir une team extrêmement structurée pour arriver finalement à administrer, en fait, les différents réseaux, dans ces différents formats. Le troisième grand, changement que je vois qui n'existait pas non plus à mes débuts, c'est le côté dark, dark networking, dark, réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans des groupes privés aujourd'hui, notamment sur WhatsApp et sur Discord. C'est super intéressant. Ça engage vraiment les communautés. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui sont totalement en fait, sous, invisibles en fait aux yeux du grand public et c'est extrêmement puissant. Je pense que c'est une tendance qui est intéressante à observer, mais sur lequel on a très peu de retours en termes de KPI. Et puis le dernier, c'est marrant parce que, j'en discutais sur LinkedIn il n'y a pas très, très longtemps. On a beaucoup en fait de comment dire? Il y a 2 tendances, voilà, plutôt, je vais dire comme ça. Il y a 2 tendances qui se dégagent à mon sens sur LinkedIn aujourd'hui, autour de l'IA notamment. Il y a ceux qui sont, finalement pour, tout automatiser, le post, la réponse au post où finalement on arrive presque sur,
une IA qui parle à une IA et qui s'auto-alimente avec, des promesses de, 30 secondes pour faire, vos posts de toute la semaine. Une 1re tendance très IA, automatisation et puis une deuxième tendance, qui est sur, Human First. D'ailleurs, c'est marrant, c'est celle de Bruno. Après, je pense qu'avec Bruno, on a une vraie communauté aussi de vision là-dessus. Hem, l'humain, on est sur un réseau social. Dans social, il y a forcément de l'humain et ça peut pas être en fait des IA qui surtout parlent et qui parlent à des IA. Hem et il y a c'est vraiment cette dualité qui est presque 2 visions du monde et du rôle du réseau social différentes en fait qui viennent s'opposer. Hem, voilà, sur ce côté très automatisé d'un côté et beaucoup plus humain avec bien sûr de l'automatisme, mais une IA qui est au service en fait de la performance et pas à la place de l'humain. OK. Alors tu l'indiquais, hein, donc ça fait depuis 2010, tu avais commencé à conseiller dans ton ancien, job, ce positionnement sur les réseaux sociaux et toi, à titre personnel, est-ce que tu as évolué, justement sur ces réseaux sociaux? Et est-ce qu'aujourd'hui tu as un réseau social, préféré? Alors moi, j'ai J'ai 3 réseaux sociaux préférés en fait, ça dépend si on se passe du point de vue perso ou pro. Du point de vue pro, c'est clairement LinkedIn. J'étais beaucoup sur Twitter avant, j'étais une fan du live tweet. Twitter a évolué et j'ai moi-même évolué et fait une sorte de rupture avec les réseaux depuis, un petit peu depuis quelque temps. Enfin, en tout cas, j'ai mis beaucoup de distance entre moi et eux parce qu'ils m'envahissaient un petit peu trop, comme beaucoup. Donc voilà, j'ai mis un peu de distance et aujourd'hui, je suis vraiment très centrée sur LinkedIn. Hem C'est une super plateforme, avec des travers, avec des choses qui changent beaucoup aujourd'hui et je pense qu'on en reparle un petit peu après. Moi, de mon côté, personnellement, je suis un peu en année de transition cette année puisque ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que je vais être, solo. Avant, j'étais directrice marketing, dans des grands groupes ou dans des grosses structures. Hem, je me suis lancée donc, il y a 3 ans et aujourd'hui je reprends un petit peu tous mes fondamentaux, toute ma stratégie justement et on en parlera, peut-être, plus tard mais voilà, je repose mes fondamentaux, je redéveloppe, je remets tout à plat et l'IA m'a un peu je vais dire alors je vais reprendre l'expression désuète que j'aime bien, elle m'a coupé la chic, ces derniers temps. Hem Cette IA justement qui automatise tout m'a beaucoup questionnée sur le sens en fait de ce que je pouvais transmettre, à mon réseau, à ma communauté, de comment est-ce que j'avais envie d'engager en fait et d'échanger avec les gens. Ça m'a profondément questionnée et c'est pour ça que j'ai aussi tout remis à plat aujourd'hui, sur, finalement quelle est ma vraie valeur ajoutée qu'une IA ne pourra pas, venir, prendre la place d'eux ou en tout cas, je veux pas être que dans le contenu expert parce que je pense qu'aujourd'hui c'est dépassé et c'est important je pense de retrouver en fait vraiment la place de l'humain et comment replacer l'humain au cœur du digital, et au cœur du réseau social. Voilà, j'ai tout repris l'année pour reposer tout ça et je vais pouvoir, reprendre un peu plus la parole parce qu'aujourd'hui je suis très en commentaire, mais pas je pense pas assez bien sûr en prod pure de post. OK, bah, de toute façon, c'est une vraie tendance, hein, pour la plupart des gens aujourd'hui de se poser ces questions-là parce que comme tu le disais, on a de plus en plus de volume de contenu et donc comment, aussi, se différencier et c'est vrai qu'un des axes, dont tu parles, là et dont tu parles aussi beaucoup, Bruno et d'autres personnes sur le fait, qu'effectivement, l'humain, peut être très différenciant, par rapport, à effectivement des postes beaucoup plus, génériques. C'est vrai que c'est, ça aussi qui aujourd'hui, peut être intéressant en termes de questionnement et je te rejoins en tout cas dans tes questionnements pardon, à titre personnel également. Donc justement, aujourd'hui par rapport à ta manière d'appréhender les réseaux sociaux, est-ce que tu t'imposes une certaine fréquence ou tu t'imposais peut-être une certaine fréquence, dans l'animation de tes réseaux? Oui, je pense qu'à un moment, de toute façon, il y a pas de secret et l'algorithme de LinkedIn favorise aussi en termes de visibilité, la fréquence, la récurrence, la régularité. Donc on peut pas, je pense que si on veut exister sur cette plateforme qui est en tout cas la mienne d'un point de vue professionnel, je peux pas y couper. Je m'impose aujourd'hui sur la partie commentaire comme je me l'imposais avant sur la partie, post en propre et que je me le réimposerai, après, un rythme de 2 à 3 par semaine. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui, pour exister en tant que pro, c'est sur LinkedIn et c'est vraiment ce que je conseille aussi à mes clients. J'ai pas de syndrome de la page blanche, j'ai plutôt trop d'idées, en ce qui me concerne, et il y a pas photo de toute façon pour y arriver et derrière, bah, c'est discipline et méthode et mais c'est la cible en tout cas, ouais, 2 ou 3 posts par semaine. OK. Alors
Aujourd'hui, comment toi donc tu parles que tu justement tu as beaucoup d'idées, alors des fois les gens ont pas, autant d'idées que toi. Comment tu t'organises justement pour, avec le peu de temps que tu as pour justement, est-ce que tu te je sais pas, des rendez-vous? Est-ce que tu aujourd'hui comment tu vois ou tu es organisé pour te permettre justement d'être présente et de le faire d'une manière beaucoup plus simple que chaque semaine, un peu se tirer, les idées en disant: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir poster?» Et comment toi tu t'organises justement sur ce type de communication? Alors j'ai 2 façons en fait j'ai 2 axes d'organisation. Il y a d'une part, je m'impose vraiment, des rendez-vous et des routines. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris quand j'étais directrice marketing. Je gérais beaucoup d'équipes, beaucoup de projets et à un moment pour survivre, il fallait, structurer avec, des sessions de travail. Donc je m'organise en fait des sessions de travail qui sont, dédiées, à mon activité, que ce soit de l'admin d'ailleurs ou, des posts sur les réseaux sociaux. Donc je me planifie du temps avec moi-même dans mon agenda et je me donne rendez-vous pour, vraiment, travailler sur la partie prod pure. Après les idées en vrai, elles me viennent, partout, tout le temps. Je me fais des carnets de notes, suite à des conversations, à des idées que j'ai sous la douche. Je suis très, très productive sous la douche. C'est affreux en fait, comme, source de créativité et je dicte en fait en vocal ou en note pour que derrière en fait j'alimente ce que j'appelle mon frigo à idées. Hem, il est assez gros mon frigo à idées en vrai, très, très large. Alors j'essaie de le classifier aussi par thématique parce que sinon je m'y perds. Et une fois en fait que mon frigo est plein, quand je prends en fait mes rendez-vous, avec moi-même, c'est là en fait où je passe vraiment en production. Donc je reprends mes idées, je les réécris un petit peu, je transforme après, je me décide sur le format et je souvent aussi j'essaie de penser une idée avec plusieurs formats, plusieurs axes, plusieurs angles, de la profondeur, pas de profondeur, enfin voilà, pour, essayer de générer en fait au maximum avec le peu de temps, dont je peux disposer parce que je suis au four et au moulin en tant qu'indépendante et donc j'essaie d'être vraiment agile en fait dans la production. D'accord. Alors, ensuite, là, on parle de toi, mais effectivement, comme tu te disais, hein, dans ton rôle indépendant, tu accompagnes aussi, des marques. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu aurais des conseils incontournables, justement pour réussir à mettre en place ces prises de parole, des dirigeants, des collaborateurs, hein, sur les réseaux sociaux? Ouais. Alors les conseils en fait, je les pense peut-être par rapport aux principaux freins que j'ai rencontrés vis-à-vis de mes clients, on va dire. Globalement, je pense que tous, soit ils ont pas le temps, soit ils savent pas quoi dire, soit leurs équipes ne savent pas comment faire. 3 grosses catégories. Quand ils me disent qu'ils savent pas quoi le dire ou qu'ils ont pas le temps, de toute façon, dans tous les cas de figure, hein, c'est on commence toujours par se mettre en place une stratégie. En fait, quand on sait ce qu'on veut raconter, pourquoi est-ce qu'on veut le raconter, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et ça veut dire quoi? Moi, comme je t'ai dit au départ, j'aligne en fait les marques, avec, leur marché, avec leurs objectifs business. Donc en fait, c'est qui je suis en tant que marque ou en tant que dirigeant de cette marque et par rapport à ça, qu'est-ce que je dois raconter en fait pour venir incarner mon entreprise, pour venir la valoriser, pour venir la faire exister en fait sur les réseaux sociaux. Donc quand on part de là, on regarde un petit peu, quel est le terrain de jeu dans lequel on est et soit en partant de l'offre, en partant de la marque employeur, en partant, des business cases, en partant de plein de choses en fait, on peut arriver à générer, une ligne éditoriale, qu'on va venir après transformer. Donc au final, c'est quoi? C'est se mettre des objectifs. Moi, j'aime bien fonctionner en OKR avec mes clients pour vraiment en fait avoir des étapes, puis se dire toujours: «Pourquoi est-ce qu'on fait ça?» On prend pas la parole pour prendre la parole, ça ne sert à rien, c'est: «Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma stratégie pour atteindre ces objectifs?» Une fois qu'on a posé ça, bah, c'est plus facile. On se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on a en base? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs? Donc c'est quoi ma ligne éditoriale?» Après, bah, par rapport à ma ligne édito, un petit calendrier édito pour aider aussi à figer dans le temps, à fixer des étapes, à être très concret, en fait. Comment est-ce qu'on recycle? Je suis très, très recyclage. C'est non, mais ça prend du temps de produire du contenu et c'est un vrai coût pour les entreprises. Donc à un moment, le recyclage aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, y compris là-dessus, c'est super important. Et puis le frigo aidé, ça c'est ce que je mets en place chez tous mes clients parce que le frigo aidé, bah, il permet en fait de ne pas s'épuiser à chercher des idées qu'on oublie après. Donc ça, c'est la base en fait, le socle que je leur propose avec bien sûr, il y a le dirigeant et il y a la marque. Ils doivent pas raconter la même chose et il y a les dirigeants. Entre un dirigeant, un dirco, un DG, un DRH, ils vont pas aller raconter les mêmes choses. Toujours au service de la même marque, mais ça va pas forcément se décliner de la même façon. Le DG, il doit être vraiment un relais de la marque employeur, mais aussi du business, mais aussi, de la stratégie. Alors que le DRH, il sera un peu plus marque employeur, alors que le DIRCO, il sera peut-être un petit peu plus business. Voilà, il y a des nuances et des critères pour que chacun trouve un petit peu son terrain de jeu. Heu,
Donc une fois qu'on a posé, la strate et finalement le territoire de jeu de chacun, en prod, comment est-ce qu'on s'organise pour produire? Donc il y a le frigo, il y a, les petits comités édito, enfin tout ce qui te permet en fait de créer des rituels et des routines et qui vont te permettre en fait de mettre l'équipe en production. Et ce que j'aime beaucoup aussi là-dessus, je l'ai fait avec quelques-uns de mes clients qui sont très petits et qui ont pas beaucoup d'équipes en fait et qui ont pas beaucoup de budget non plus pour passer en prod, c'est on part d'un contenu un peu maître, type un petit déj et on remonte en fait. C'est à partir du petit déj, ils ont produit pour un petit déj, comment est-ce qu'on en fait autre chose? Un livre blanc pour aller alimenter le SEO, un article de blog, un contenu du site, combien de prises de parole sur les réseaux sociaux, quel format, checklist, carousel, post, plein de choses en fait qui permet à partir d'un seul contenu, d'un seul effort de production, mais qui est vraiment conséquent, de filer en fait la métaphore et de d'essorer le contenu au maximum pour en faire vraiment quelque chose qui soit rentable et quelque chose qui soit très agile pour les équipes et qui demande finalement peu de coûts, en termes de mise en jambe et de ouais, de go to enfin pas go to market, mais voilà, d'y aller, de façon assez facile et fluide, pour les équipes. Et après, bah, faut aussi former, accompagner parce que le un des gros freins, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour aider les équipes, à venir relayer, que ce soit les équipes de sales, que ce soit, les collaborateurs, ben, des petits commentaires, tout près, des relayer aussi les posts avec un petit mail, voilà, les plusieurs typologies de commentaires écrits, des idées d'angles pour venir, rebondir, raisonner, republier, encourager la démarche. Je dis pas qu'on doit aller, jusqu'à ce qu'on avait fait avec Your Service, une Sales Academy, des social walls, mais il y a plein de choses, même simples, qu'on peut mettre en place pour venir vraiment accompagner aussi les collaborateurs à prendre la parole et à être fiers aussi de leur marque et à porter finalement, à devenir ambassadeurs de leur marque. OK. Alors souvent, en fait, une fois, comme tu le disais, il y a eu un accompagnement, il y a une prise, de parole, mais il y a aujourd'hui des tendances alors et même j'ai l'impression, malgré tout ce que l'on dit sur ce podcast, que ça empire ou en tout cas, ça se développe de plus en plus, ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appelle la Facebookisation de LinkedIn. C'est que on parle de choses très, très personnelles, sur LinkedIn. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu constates aussi ce développement et comment toi tu le perçois en tant qu'expert? Alors oui, c'est sûr que LinkedIn a évolué, mais moi je pense que LinkedIn il évolue parce que, bah, en fait les générations elles changent, hein. La plateforme elle est plus la même, pas seulement à cause de ses fonctionnalités, mais aussi parce que finalement les profils qui s'en sont emparés, ils pensent, ils travaillent et ils ne communiquent pas du tout comme ceux qui l'ont pensé à l'origine. Si je caricature un petit peu en dressant des traits un peu plus grossiers, il y a eu la génération un peu CV et statut professionnel et le pionnier de LinkedIn, globalement baby boomer un peu tardif, hein, génération X. Pour eux, LinkedIn, ça a été pensé et c'était vraiment l'origine de la plateforme, un réseau, un outil pour réseauter avec sérieux dans un cadre plutôt corporate. Le profil, c'était un CV augmenté. Les publications, elles devaient rester très pro et il y avait un fort enjeu de légitimité perçue, de parcours, de titres. Aujourd'hui, quand tu regardes les titres qu'il y avait hier et les titres qu'il y a aujourd'hui, il y a plus rien à voir, hein. Mmh. Après il y a eu plus la génération dans laquelle je pense je me situe, on a vu la naissance du social selling. Encore une fois, moi j'ai parlé de social selling à l'époque, personne ne savait ce que c'était. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des pionniers, mais c'était encore ultra confidentiel et ce qu'on appelle aujourd'hui le sales leadership, merveilleux. Très très différent, LinkedIn pensé plutôt comme un levier de visibilité stratégique. On doit vendre, on va recruter, influencer, enfin c'est vraiment autre chose. Le contenu, c'est à la fois posture, expertise, incarnation, pas du tout, ce côté, CV, pro et on est sur une génération, Bruno, il parle de personal branding, on parle de leader advocacy, de marque employeur, de social selling, enfin finalement une vraie évolution de la plateforme et aujourd'hui, ben, on est, je pense, à celle d'après. Heu, c'est une génération de créateurs, de performeurs, d'IA native, beaucoup plus en tout cas, que nous. Ils sont pas nés avec l'IA, mais en tout cas, ceux qui sont nés en 2010, ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés en tout cas, je pense, d'adoption. Et je pense que leur rapport à LinkedIn, en fait, il change et c'est plus le même finalement. Ils passent pas à LinkedIn, ils voient le potentiel de la plateforme et ils prennent leurs codes à eux et ils les mettent dans la plateforme de LinkedIn, même si c'est pas prévu pour. Donc c'est les codes d'Instagram, c'est les codes de TikTok, c'est des choses qui n'ont plus rien à voir. C'est aussi une génération et pour les avoir eus en face de moi en tant qu'alternance quand je les recrutais, quand j'étais directrice marketing, c'est travailler moins et travailler différemment. Pas du tout le même rapport à l'emploi. Moi, je comprends quelque part qu'ils veuillent intégrer l'IA, de façon aussi automatisée.
Alors c'est pas, encore une fois, il y a les questions des valeurs de travail aussi qui s'opposent, mais c'est un vrai changement en fait, d'évolution de génération. Et puis l'outil, bah, c'est un terrain de jeu en fait, c'est juste un terrain de jeu personnel, tout comme n'importe quel autre canal, comme n'importe quel autre canal. Donc finalement, c'est de la mise en scène, c'est d'autres façons en fait d'appréhender la plateforme qui n'a plus rien à voir. Ils testent les limites, ils cherchent la viralité parce que ça fait partie de leur ADN, c'est partie de leur code, c'est partie de leur envie. Mais je sais pas si on peut être pour ou contre. Je pense qu'à un moment, il y a juste une plateforme qui change aujourd'hui, qui change profondément parce que la génération qui arrive sur le marché de l'emploi, elle change aussi, qu'elle importe des nouveaux codes auxquels, ben, des quarantenaires comme moi, on les découvre et il faut qu'on les appréhende aussi parce que de toute façon, l'enjeu demain, bah, c'est de permettre en fait de mettre les meilleurs canaux, à disposition de nos clients avec les meilleurs outils et les meilleurs codes, en fait. Moi, mon rôle de marketeur, c'est de comprendre cette évolution de la plateforme et de pouvoir accompagner mes clients dans son adoption, en fait. Donc et je ne suis pas ni pour ni contre, en fait, je constate juste et oui, il y a une évolution et l'évolution, elle est juste, en fait, c'est un changement de génération. D'accord. Alors, tu as parlé de TikTok justement, il y a aussi des réflexions aujourd'hui, tu parlais de l'évolution des plateformes. Alors au-delà de la cible jeune, hein, quand on parle souvent aujourd'hui de TikTok qui a quand même beaucoup, évolué. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu trouves, en tout cas pertinent, que certaines, personnes, leaders se positionnent, pour du B2B ou de la communication corporate sur ce réseau social qu'est TikTok? Alors, TikTok, je connais mal. Je vais être vraiment très transparente, je connais mal. J'y suis pour voir, j'y suis pas active. Pour l'instant, je suis vraiment, observatrice d'une plateforme dont je découvre, encore, les codes et qui me surprend un petit peu tous les jours. En revanche, ce qui est sûr, c'est quand on parle encore une fois de com corporate, de com B2B, heu, si les jeunes ils sont et si, les sources, de candidats, ou les sources de clients des marques sont les jeunes, ça me paraît compliqué de s'en passer. Encore une fois, l'objectif d'une entreprise, c'est de vendre ses services ou de se vendre elle pour attirer des talents en utilisant la bonne communication, les bons canaux, les bons messages. Sinon, en fait, ça ne sert à rien. Donc, si derrière les jeunes, ils sont sur TikTok et que c'est leur plateforme, j'aurais même tendance à dire que demain, finalement, les jeunes vont grandir. S'ils n'abandonnent pas leur plateforme, demain, toutes les entreprises devront en fait passer sur TikTok parce que derrière, ce sera un canal en fait, aussi bien de recrutement de candidats que de clients, qui sera, dont on ne pourra pas se passer. D'accord. Alors, justement, c'est aussi ça l'intérêt de ce podcast, hein, c'est de comme je disais, je pose les questions aux personnes que je rencontre, en me disant: «Tiens, est-ce que tu aurais une personne à me conseiller?» Est-ce que toi, justement, dans ta veille, dans, les personnes que tu suis, notamment sur LinkedIn, tu aurais, des noms de personnes inspirantes, que tu nous conseillerais de suivre? Alors oui, il y en a pas mal que j'aime bien. Alors je sais que tu as déjà, bon, Rodolphe Frelinski, on va pas en parler. Je sais que tu as déjà interviewé Guillaume Berthelet et Laura Bocobza que je suis avec beaucoup d'attention. Ils sont très, très intéressants. Hem, alors je pense à quelques dirigeants inspirants, peut-être plutôt que on va dire des gens vraiment, qui sont pour le réseau. J'adore et je suis, avec beaucoup d'enthousiasme Baptiste Allain, qui est le CEO de Pimpan. Pimpan, c'est une boîte qui a lancé, j'ai vu à la French Tech à Bordeaux il y a un an. Ils ont fait une levée de fonds, pour lancer leur boîte, qui est autour de produits, en fait, d'hygiène du quotidien, mais de façon, très engagée, très responsable. Aujourd'hui, il a construit son usine en Normandie. C'est un type, écoute, sa prise de parole sur les réseaux, pour moi, c'est l'incarnation même du leadership advocacy. Il est passionné, il est passionnant, il est engagé et engageant, il est vivant, il prend les paroles aussi bien pour les levées de fonds, pour, présenter son usine, pour la marque employeur, pour plein de sujets, en fait et vraiment il incarne pour moi la parfait équilibre, de ce que devrait être le leader advocacy en tant que dirigeant et en plus avec une impertinence et un humour que enfin vraiment j'adore et je trouve, extraordinaire. J'aime beaucoup aussi Julien Carlier. Je ne sais pas si tu le connais parce que c'est une connaissance qu'on a avec Bruno Friedlanski, qui, après de multiples, rebondissements, parce que lui c'est un multipreneur pour le coup, il est aujourd'hui animateur et intervenant engagé pour la recyclerie maritime à Nan vers La Baule. Donc c'est un tiers-lieu,
donc il est en train de faire un lieu événementiel. Il est en train de monter une campagne bulle. Il conjugue vraiment passion, engagement et passion professionnelle. J'aime beaucoup aussi ses prises de parole, c'est très cohérent, en fait, tout ça. En fait, globalement, les personnes dont je te parle, elles ont une énorme cohérence dans leur ligne édito par rapport entre toujours à à ce qu'elles aiment, à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles font, avec une très bonne façon, je trouve, de prendre la parole. Ils sont très inspirants d'un point de vue des formats, en fait, qu'ils poussent et la façon dont ils incarnent, leurs différents sujets, qu'ils souhaitent pousser. Et peut-être le dernier auquel je pense aussi, c'est, Romuald Ribot, qui est, directeur marketing d'Ecologique, sur la partie, plus, tri et recyclage des déchets. Heu, Romuald, il est ultra c'est pareil, c'est droit, c'est carré, c'est toute sa ligne éditoriale, en fait, est très cohérente par rapport à son poste de directeur marketing dans une entreprise qui est engagée dans le recyclage des déchets. Et tout tourne autour de ça, alors il est un peu moins, je dirais, comment dire? Heu, un peu moins vivant, c'est pas le bon terme, mais si tu vas les regarder, tu verras que Baptiste Hamon et Julien Carrier, ils sont très impertinents, ils sont très dans un petit côté aussi, un petit côté show off qui est vachement sympa. Romuald, il est beaucoup plus dans la retenue, mais j'aime beaucoup, voilà, ce qu'il raconte parce qu'encore une fois, très cohérent, très pertinent, très engagé aussi et très à l'image de je trouve de ce qu'il est. Voilà, trois images de dirigeants qui sont vraiment, vraiment un bon exemple à suivre, et très inspirant sur la partie justement leadership advocacy. Merci beaucoup en tout cas Marguerite. C'est 3 noms que je ne connaissais pas, donc c'est toujours pour moi, intéressant, et des nouvelles personnes, à suivre et à découvrir et peut-être même futures personnes, à interviewer. On arrive, à la fin de cette émission, donc et je rappelle que les personnes qu'on va citer, elles seront dans les notes de l'émission pour nos auditeurs. Merci mille fois Marjorie de ces échanges et de ta participation au podcast, Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Et puis pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast à un ou une amie. Vous savez que c'est comme ça en fait que, le podcast se développe de plus en plus et est de plus en plus connu. N'hésitez pas aussi à mettre, des notes sur, les plateformes de streaming parce que vous savez que c'est aussi les choses fonctionnent, par ce système de notation. Merci à vous. Merci encore, Marjorie. Merci à toi, Patrice. Et puis, on se retrouve alors, dans 15 jours, pour nos auditeurs. Alors, on a enregistré, hein, ce podcast la veille de l'ouverture de Vivatech. J'irai à Vivatech demain pour une journée où chaque année maintenant, puisque Vivatech, me fait la joie de me sélectionner, en tant que média, de référence sur le podcast et donc, j'irai enregistrer quelques podcasts, à Vivatech pour des nouvelles rencontres. Merci Marjorie et puis bonne journée à tous.